Rebonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose de boucler cette série de duos qu'on a eu durant les 2 jours de ce salon avec un dernier duo en fait assez original. Un duo qui est composé d'une nation culturelle et d'une entreprise comme à l'instar des autres duos, des 20 autres duos que nous avons accueillis. Donc, notamment avec Roy Amit, donc, qui est responsable du numérique à la RMN Grand Palais, directeur du Grand Palais Immersif, et puis Benoît Baume, donc de chez Fisheye, qui vont nous présenter non pas un dispositif, non pas une expérience, un parcours ou une solution pour des lieux culturels, mais un festival dédié à la création artistique en réalité augmentée et dédié aux innovations culturelles. Ce qui nous semblait intéressant dans cette présentation, c'est que cet événement joue le rôle de catalyseur et permet en fait de mettre en avant un ensemble de créations artistiques et culturelles. Et c'est en cela qu'il nous semblait tout à fait pertinent d'accueillir cette intervention. Donc, on vous propose 10 minutes de présentation et après 10 minutes de questions-réponses que pourront vous adresser l'assistance ou que je pourrai vous adresser en fonction donc des différents échanges qu'on aura. Donc, à vous. Super, merci beaucoup. Donc, je m'appelle Roy Amit. Je suis en charge des Grands Palais Immersifs. Donc, en fait, Grand Palais Immersif, ça fait partie de la RMN Grand Palais, qui est une plateforme de collaboration, de coopération entre le monde, le public, les artistes et les créateurs. Et dans ces cadres-là, on a créé Grand Palais Immersif, qui est dédié à la présentation des expositions à dominance numérique, qui vient d'ouvrir ses portes à Paris même, avec l'exposition Venise révélée, se trouve aujourd'hui en fait au sein de l'Opéra Bastille, les temps des travaux, vous savez, du Grand Palais. Donc, dans ces cadres-là, on explore ces nouveaux formats des expositions qui proposent un nouvel type de rencontres, des formats entre un contenu culturel et artistique et une large public. Euh, dans ces cadres-là, par exemple, aujourd'hui même, on lance une nouvelle expérimentation qui est notre première série des NFT. D'ailleurs, que vous pouvez déjà aller les récupérer sur le site de la collection qui se trouve juste là et bien évidemment au Grand Palais Immersif pour explorer un nouveau type de rencontres et d'interaction avec le public. Et dans ces cadres-là, hein, cette manière d'accompagner les évolutions de, de la manière dont on rencontre l'art et la culture, on a développé les dernières années ces nouveaux formats de festivals qui s'appellent Palais Augmenté, sur lesquels on va parler dans un instant. Bonjour, alors moi je suis Benoît Beau, donc je suis le fondateur de Fisheye. À la base, on avait un magazine de photos qui existe toujours, qui va fêter ses 10 ans en 2023. Mais dès 2016, même 2015, on s'est intéressé à l'immersif, puisque avant de travailler avec Roland, on a commencé à travailler avec les rencontres d'Arles, parce qu'en 2016, on avait créé le premier festival en Europe de réalité virtuelle artistique qui s'appelait le VR Arles Festival, donc en 2016, qui a eu lieu donc, jusqu'en 2019 à Arles. En 2021, il y a eu une édition à la Gaîté Lyrique qui s'appelait Les Ailleurs. Et en même temps, on a créé avec Roy le Palais Augmenté au Grand Palais. À la base, c'était parti sur l'idée de quelle manière on pouvait occuper le Grand Palais qui était un peu sous, 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 sous-utilisé à cause du Covid. Et donc, du coup, de quelle manière on pouvait monter une exposition de manière extrêmement rapide. Et on s'est dit, en 2 mois, on peut monter une exposition de réalité augmentée. Et puis, finalement, les choses se sont poussées. Ça n'a pas eu lieu au Grand Palais, ça a eu lieu au Grand Palais éphémère. Et en juin 2021, on a fait l'ouverture pratiquement du Grand Palais éphémère avec cette exposition qui s'appelait le Palais augmenté, où on rentrait. Et finalement, dans ces 10 000 mètres carrés, il n'y avait pratiquement rien. Donc, c'est vrai que quand il y avait une queue de 400 mètres à l'extérieur et qu'on regardait à l'intérieur et qu'il n'y avait rien, on a eu un petit moment de doute. Et puis finalement, les gens se sont emparés de cette technologie, ont joué avec les œuvres et ça a vraiment créé un moment assez étonnant. Et ça, c'était la première édition qui était extrêmement expérimentale. L'année dernière, on l'a étoffé puisque l'année dernière, on a rajouté des labs où on a invité en fait là vous voyez des exemples d'œuvres à l'intérieur du Grand Palais. Et
en fait, on a rajouté des labs, c'est-à-dire on a invité des institutions culturelles à venir présenter des innovations immersives au sein du Palais Augmenté. Donc, on a eu, par exemple, ici, on voit l'ECAL, qui est une école en Suisse, et derrière, la scène nationale de Beaulieu de danse, qui était venue avec un projet qui s'appelle iDance. Et on avait comme ça une dizaine de labs qui étaient présents. On avait le Palais de la Science et des Découvertes, on avait Paris Musée, on avait un certain nombre de gens qui venaient montrer des projets immersifs qu'ils avaient pu mener. Et de l'autre côté, on avait notre production originale en réalité augmentée, qui, du coup, on avait fait 6 productions originales l'année dernière. Ouais, enfin, c'est ce qui est important dans ce type de festival, c'est à la fois de donner un lieu, un écran de présentation, un nouveau format des créations artistiques, notamment dans ce sens-là de la réalité augmentée. La réalité augmentée, qu'on a l'habitude de le voir ça maintenant un peu partout sur son smartphone, hein, donc ça suffit d'ouvrir TikTok ou Instagram, on est dans la réalité augmentée. Mais quand la réalité augmentée est s'approprie par des artistes, on a voulu donner la place et fédérer l'attention du public. Je pense que ça fait partie de ce que nous on fait au Grand Palais Immersif et dans l'ensemble de ce qu'on fait, c'est de créer des moments d'attention, des rencontres entre le public et la création et pouvoir se concentrer, hein, dédier donc de temps pour euh, observer, interagir avec ce nouveau type de format d'œuvre artistique a été un de nos objectifs. Et ce qui était important, c'est que ça nous permettait aussi de produire des œuvres avec des artistes, soit qui étaient des artistes spécialistes déjà du digital, qui maîtrisaient l'outil, soit qui ne l'étaient pas, mais qu'on a accompagné pour le faire. Par exemple, ici, vous voyez un visuel d'une œuvre de Julien Creuset, qui est un artiste avec qui on avait déjà travaillé, qu'on a accompagné pour faire cette création en réalité augmentée. Il se trouve que Julien Creuset, il vient d'être nommé pour représenter la France à la prochaine Biennale de Venise en 2024. Et donc, du coup, c'est quand même extrêmement intéressant de voir un artiste plasticien extrêmement renommé qui s'empare de cette technologie et qui amène un propos extrêmement fort, parce que son œuvre était une œuvre extrêmement forte dans son sens symbolique et qui a vraiment permis en fait de toucher les gens. Et en fait, c'est pas parce que c'est de la technologie que c'est forcément une œuvre. C'est pas parce que c'est de la technologie et que c'est joli que ça fait une œuvre d'art. Pour que ça fasse une œuvre d'art, il faut qu'il y ait du sens, il faut que on ait eu une intention, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, il faut qu'il y ait des artistes qui du coup donnent un point de vue. Et en fait, c'est vraiment ça qu'on cherche au sein du Palais Augmenté. C'est vraiment pas de produire des expériences, mais vraiment des œuvres d'art avec des artistes, avec un point de vue, avec une exigence. Et c'est ça qui nous est rendu possible aussi par l'alchimie de ce lieu, qui est quand même assez incroyable, les 10 000 mètres carrés vides dans lequel on vient habiller les choses avec et du digital. Et puis, cette expérience avec des artistes, ce dialogue qu'on a pu mener et cette confiance maintenant qui peut exister avec eux, puisque grâce justement au fait qu'on est, je dirais, un historique, ça rassure et les artistes pour nous rejoindre dans cette aventure. Et je reviens à propos de nos missions, ça veut dire c'est toujours donner du sens et dans ce sens-là, de mettre en scène, enfin de mettre en présentation d'œuvres d'art de cette nature répondre pleinement à ces missions. J'ai l'habitude de dire que les pixels d'aujourd'hui, c'est le pigment d'un temps, hein. Avant, on a pu montrer donc des œuvres, on montre d'ailleurs toujours des œuvres plastiques qui font donc des pigments. Donc aujourd'hui, les pixels ajoutent une palette supplémentaire aux outils de la création artistique. Ce qui est important de dire aussi, c'est que les différentes laboratoires qu'on propose au sein de cette festival donnent lieu à partager les différents types donc des innovations qui se font dans les différents lieux des créations et d'actions culturelles pour qu'un public sur un temps réduit, celle d'un festival, puisse avoir un échantillon large de ce qui s'est fait dans des domaines différents de la création, que ça va de l'œuvre plastique, de la photographie, jusqu'à la danse et même à la science. Et ce qui est important, c'est que aussi c'est un format qui est extrêmement agile, puisque une fois que vous avez vos œuvres
en réalité augmentée, en fait, c'est assez facile à exporter. Et notamment, on a pu le montrer, puisqu'on avait un partenariat avec l'Institut français, donc dans un certain nombre de lieux, notamment, il y a eu des démonstrations à Erbil en Irak, où c'est vrai que c'est pas facile d'envoyer des œuvres d'art de par le contexte. Bah là, finalement, c'était juste une application à charger, des marqueurs qu'on leur a envoyés en PDF, qu'ils ont installés, et tout ça a été extrêmement agile. On a fait la même chose dans un grand festival. Bon, là, ils ont voulu le mettre dans une partie de leur app, donc c'était un peu plus complexe à mettre en place, mais en tout cas, on a montré aussi des œuvres en Arabie Saoudite au Nour Festival, qui est un grand festival qui s'est monté à l'automne dernier à Riyad, et qui, du coup, a eu, pareil, une grande ampleur, puisque finalement, ces lieux qu'on avait conçus pour le Grand Palais, ben, en fait, existaient très bien dans d'autres endroits dans la ville de Riyad. Et ça a eu, pareil, un grand succès. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que l'agilité de ce format nous permet d'exporter des œuvres d'art sans envoyer un camion, sans envoyer un avion, sans rien envoyer, finalement, même pas un mail. Euh, et, euh, et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui est intéressant dans la manière dont on peut concevoir et finalement exporter de la culture aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans l'audience? Alors, je propose de peut-être commencer par une première question. Donc, vous n'êtes pas forcément à votre premier galop d'essai en termes de collaboration. Je crois que vous avez déjà aussi pas mal collaboré initialement, notamment avec l'agrandisseur de Fisheye. Est-ce que vous pouvez en dire un mot, peut-être, Benoît, sur les précédentes collaborations avec le Grand Palais? Alors, au sein de Fisheye, on a créé maintenant, il y a 5 ans, un incubateur de start-up culturel qui avait pour but de pouvoir repérer des start-up qui avaient quelque chose de nouveau à dire dans le milieu culturel et de les accompagner. Et effectivement, avec Roi, on avait signé à l'époque une convention pour que des start-up de l'agrandisseur puissent finalement tester dans une échelle réelle, c'est-à-dire celle des lieux de la RMN, leurs innovations, et ça a donné lieu à 3 ou 4 collaborations différentes. Voilà, donc en fait, avec la RMN, on a toujours été dans un mode de collaboration très collaboratif, où finalement on est dans un échange et on essaye de s'apporter. Nous, on peut apporter un peu d'agilité et aussi une forme d'innovation. Et finalement, la RMN, ils ont une expertise qui est aussi éditoriale et, je dirais, de relations au public. Et c'est comme ça qu'on s'est enrichi et qu'on a trouvé des chemins communs. Merci. Je sais pas si tu veux rajouter Oui, quelque non, mais chose. je pense que pour des institutions culturelles, de manière générale, il est très important d'être dans leur temps. Enfin, c'est-à-dire pas de suivre ce qui s'est fait, hein, mais plutôt d'être avant-garde, mais être vraiment dans les temps, d'être contemporain, et dans ce sens-là, de pouvoir continuer à augmenter, en sens propre du terme, la palette des manières relationnelles avec le public est essentielle. Donc, quand nous, on fait de l'innovation ou de l'expérimentation, on ne fait pas ça simplement pour la geste d'innover, hein, c'est ce qui est sympathique, mais c'est surtout pour pouvoir être dans les temps et de voir comment on continue à faire évoluer nos relations avec le public. Et dans ce sens-là, des rencontres avec des startups et tout ça, elle est super enrichissant parce que, bien évidemment, nous, on n'a pas la science diffuse de ça. Hein, et donc, c'est que dans la rencontre avec, avec des créateurs, avec des développeurs, avec des gens qui imaginent, on peut mettre et expérimenter différentes innovations encore pour être dans les temps. C'est pour cela d'ailleurs, et je reviens sur cette nouveauté des jours, parce que c'est d'aujourd'hui, on vient de lancer notre première série NFT. Franchement, je sais pas dire qu'est-ce que ça va donner aujourd'hui, mais je pense que c'est un élément très important à s'approprier et de voir qu'est-ce que ça peut donner.
Donc alors justement, je reviens un peu sur le festival, sur la façon dont vous faites de la veille et dont vous allez chercher en fait l'innovation et des artistes originaux. Comment se passe la curation du festival? Comment vous avez organisé en fait la sélection des différentes œuvres que vous représentez dans un temps très court, puisque en 2 mois vous avez monté la première édition. Donc, comment vous avez œuvré? Alors, c'est vrai que la première édition, c'était un peu extrême, donc c'est peut-être pas ce sur quoi on va se baser. Mais je dirais qu'il y a deux choses. Il y a les artistes à qui on va commander et produire des œuvres. Enfin, commander, on va rentrer en dialogue avec eux pour produire ensemble une œuvre. Et ça, il y a des artistes avec lesquels soit on travaille depuis longtemps ou auxquels on pense ou dont on a parlé l'année dernière. Ils n'étaient pas mûrs et puis finalement, un an après, ils ont réfléchi et ils se sentent prêts à faire. Et puis, il y a de l'autre côté, les labs qu'on monte, souvent, c'est des œuvres qui sont déjà produites, mais parfois qui n'étaient pas prêtes à être montées ou pas encore. Ou voilà. Et par exemple, il y a des œuvres qu'on voulait avoir l'année dernière qui n'étaient pas prêtes à être montées parce que ça nécessitait encore des développements. Et cette année, on les aura on les aura au Palais Augmenté. Donc en fait, c'est aussi un dialogue est permanent. On travaille aussi avec des écoles, puisque ça va faire la 3e année qu'on accueille l'ECAL et les Gobelins, par exemple. L'ECAL, donc cette école d'art et de design à Lausanne, et puis les Gobelins à Paris connus. Et finalement, on travaille sur une relation de confiance avec l'école, les professeurs, puisque par exemple, les Gobelins, c'est une quarantaine d'étudiants qui travaillent pendant 6 ou 7 mois pour arriver à créer une œuvre. Et ça, c'est des choses voilà, qui demandent du temps, de la confiance, de la relation avec ces écoles pour arriver à monter des projets comme ça. Donc des écoles, des artistes, des institutions culturelles. Comment vous travaillez aussi pour enfin, vous proposer ce type de lab en fait aux institutions culturelles. Euh, là aussi, en fait, l'idée de la RMN, c'est de mettre en avant en fait un ensemble d'innovations culturelles dans d'autres lieux. C'est quoi l'objectif en fait du festival aussi pour représenter et mettre en avant toutes ces innovations culturelles? Oui, dans ce sens-là, la RMN Grand Palais, comme je disais tout à l'heure, c'est une plateforme, plateforme des propositions et des rencontres. Et dans ce sens-là, notre public, il est bien évidemment les grands publics ou les publics différents, mais aussi des autres institutions. Et la manière dont nous, on voit de toute façon les mondes culturels et technologiques, c'est un écosystème. Et je pense que dans cet écosystème où on collabore constamment avec différents partenaires. Une des choses que nous, on voudrait, et je pense qu'on le fait dans différents lieux, dans différentes actions, c'est la mise en avant de cet écosystème. Hein. Donc, on n'est jamais tout seul. Et je pense que c'est fondamental. Et puis, l'idée, c'est d'être vraiment aussi et très collaboratif, encore une fois, donc de pouvoir inviter le musée d'Orsay, de pouvoir inviter des gens qui finalement ont ont des choses à montrer, des choses à dire, des points de vue différents, qui n'ont pas fait les choses de la même manière que nous, on l'aurait fait. Bah, c'est ça qui est intéressant. Et finalement, on offre au public finalement ce qui se fait de mieux en immersif à un instant donné. Ça permet voilà, de balayer des propositions, de choses qui vont de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des choses qui vont sur de la photogrammétrie, de la vidéogrammétrie en temps réel, du spectacle vivant qui est aidé par des dispositifs immersifs. Et en fait, on s'aperçoit que aujourd'hui, avec des systèmes de diffusion sous dôme, des systèmes aussi de son en binaural, font qu'en fait, les propositions immersives peuvent prendre des formes extrêmement variées. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller explorer tous ces champs, voir comment est-ce que finalement on peut renouveler la manière de proposer une expérience artistique au public. Allô? Oui, là ça marche. Et donc de voir comment est-ce que finalement on peut créer une émotion chez le visiteur. Parce qu'en fait,
souvent, et c'est tout l'intérêt pour nous de l'immersif, en tout cas on travaille sur cette question avec Roy, c'est que finalement quand vous êtes face à une peinture, bah, vous avez une émotion, parce que vous savez que c'est une peinture originale, vous savez qu'elle date de 4 siècles, vous savez qu'il y a une histoire, il y a quelque chose qu'elle porte, et du coup ça crée une émotion en vous. Quand vous voyez cette même peinture dans une reproduction digitale, cette émotion souvent elle n'est pas présente. Et donc du coup, tout l'intérêt de l'immersif, c'est de se poser la question de comment on recrée cette émotion, comment on crée cette étincelle en vous en activant différents sens, en activant différents canaux qui font qu'à un moment, eh ben, il y a l'esprit du visiteur qui va être focalisé là-dessus, qu'on va remuer des choses en lui, donc, et finalement créer l'émotion qui est, de mon point de vue, le but premier de l'art, c'est créer une émotion chez le regardant. Et donc, du coup, c'est vrai que dans ce sens-là, eh ben, ces manières de créer des émotions, on voit que grâce à l'immersif, on arrive à le développer. Et ce qui nous intéresse dans ce festival, c'est d'explorer cette manière dont on fait naître cette petite étincelle chez les visiteurs. Et justement, alors du côté des publics, en fait, est-ce que vous avez des retours un peu qualitatifs sur justement ce que vous avez pu générer comme type d'émotion, et puis éventuellement des retours de fréquentation? Donc, la première édition était, donc, c'était vraiment au temps des Covid, c'était le premier événement qui était complètement gratuit, donc on a eu des coûts, plus de 10 000 visiteurs. Le deuxième de l'année dernière, où on a fait quand même une participation pour un billet d'entrée assez très raisonnable, ça coûtait 6 euros, et 6 et 3 euros, mais quand même. Et d'ailleurs, pour partager, la raison pour laquelle on a décidé de le faire l'entrée payante, c'était d'abord de signifier de ce qu'on propose à des valeurs, hein, même si par ailleurs c'est modique, mais de dire c'est du valeur, et de fait de faire payer est aussi une sorte d'engagement enfin, du public, hein, parce que donc il paye, même s'il paye peu, il y a un engagement qui renforce derrière l'attention et l'expérience. Et donc on a eu de très bonnes retours, on a eu près de 5000 visiteurs avec un taux de satisfaction très importante. On fait donc des études des publics à chacune de notre manifestations pour pouvoir en effet à la fois connaître mieux et connaître les profils des personnes et ce qu'ils pensent. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a un public très familial, ce qui nous a peut-être un peu surpris de voir qu'il n'y a pas de barrière technologique de tout, qu'aujourd'hui la question technologique est transparente, hein, enfin, presque, enfin, l'usage, il est et là, c'est toute tranche d'âge, toute génération confondue. Par contre, l'expérience en soi, c'est qu'on telle qu'on l'a proposée, a été vécue comme vraiment une expérience de partage en famille. Bon, après, c'est un week-end, il fait beau, les gens viennent souvent dans ces cadres-là, mais on l'a vu comme quoi on a pu sortir, si j'ose dire, que des cercles je dirais entre guillemets, avec beaucoup d'affection des geeks, hein, et donc du coup de toucher à un large public. Et puis je crois que ce qui était important aussi, c'est que on a fait on a fait un questionnaire à la sortie des visiteurs, et c'est vrai que le taux de satisfaction était, était assez élevé. Et en fait, les seuls reproches qu'on a pu voir, c'était finalement de nous dire, bah, vous n'avez pas été assez, vous n'avez pas pris encore assez de risques, on voudrait des œuvres encore plus ambitieuses, on voudrait encore plus. Et là où on s'est peut-être parfois un peu réfréné en se disant bah, peut-être on va les amener trop loin, ça va être finalement trop sollicitant pour les gens. Bah, en fait, on voit qu'ils nous demandent voilà, des œuvres avec du fond, des œuvres avec de l'ampleur. Et du coup, c'est un axe évidemment qu'on travaille pour le prochain Palais Augmenté qui aura lieu fin juin 2023. Oui, alors c'était justement ma dernière question en guise d'ouverture. Qu'est-ce qui est prévu en 2023 donc pour cette troisième édition, et éventuellement aussi en termes d'itinérance, s'il y a d'autres itinérances qui sont prévues comme vous avez pu le décrire tout à l'heure? Alors, déjà, ce qui est prévu, c'est que grâce à l'expérience qu'on a pu avoir les deux premières années, on a réussi à réunir un budget qui va être plus conséquent, donc qui va nous permettre de pouvoir produire, je dirais, des œuvres encore plus qualitatives. On pense
notamment peut-être, voilà, on aura des artistes plus internationaux avec une portée plus importante aussi. On va aussi travailler à un hackathon, c'est-à-dire qu'on va réunir une centaine d'étudiants pour leur faire développer ensemble une œuvre immersive pendant 2 jours. On va les enfermer à l'intérieur du Grand Palais pour qu'ils travaillent jour et nuit pour nous sortir une œuvre. Voilà, on est en train d'organiser ça. C'est des formes qui existent souvent dans le développement informatique, mais rarement dans le monde de l'art, et on essaye de le transposer. Donc c'est un vrai challenge aussi. On va avoir un cycle de conférences qui aussi, voilà, on va essayer et de le recentrer, et de le mettre vraiment avec les créateurs au cœur de ces projets, parce que souvent on entend les gens qui développent les outils ou les organisateurs comme nous, mais moi je trouve que le plus intéressant c'est les artistes, donc on va essayer vraiment de les mettre au cœur des choses. Et puis après il y a toute la partie de création et labs, donc tout ce qui est œuvres, elles ont été commandées. Je ne peux pas vous les révéler aujourd'hui parce que voilà, on se garde un petit effet d'annonce. Mais au niveau des labs, on aura des institutions culturelles majeures, françaises ou internationales. Et en termes d'itinérance, on est en train de réfléchir au format, mais on a déjà pas mal de sollicitations sur cette question. Merci. Roy, un petit mot sur 2023, sur les projets aussi du Grand Palais Immersif peut-être? Bah, bon, de toute façon, déjà, oui, là, comme je disais, je répète, parce que ça, c'est la nouveauté des jours. C'est pour la première fois, le public pourrait récupérer une partie de l'exposition et partir avec sous forme NFT. Et donc, ça, c'est à partir d'aujourd'hui. L'exposition actuelle, Venise Révélée, se ferme le 19 et on ouvre donc une nouvelle exposition qui est dédiée à l'artiste Alphonse Mouchat en mi-mars, enfin 21 mars, avec encore des expériences, une proposition, si j'ose dire, qu'on va aller encore plus loin, notamment dans les aspects olfactifs, par exemple. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci pour votre présentation. Et donc, on boucle ainsi la différente série de duos qu'on a eu dans le cadre de Museum Connexion. Et on se retrouve l'année prochaine pour d'autres duos. Merci en tout cas.